L'effondrement de la civilisation maya, c'est un cliché abondamment relayé et documenté par un fantasme occidental qui a vu dans ces vestiges découverts en pleine jungle la preuve du mythe de la fin du monde. C'est le décryptage du grand angle. Et pour ce décryptage, nous sommes avec Chloé Andrieux. Bonjour, vous êtes archéologue, chercheuse au CNRS. Alors, votre livre, Les Mayas n'ont pas disparu, c'est ni plus ni moins la déconstruction des idées reçues sur l'effondrement de cette civilisation et aussi de sa population qui est bien vivante, on va le voir avec vous. Et vous faites tout de suite le lien avec ce courant que vous appelez la collapsologie, ce fantasme de fin du monde. Pourquoi est-ce que les Mayas, plus qu'une autre population, a servi à nourrir ce narratif qui est plutôt un narratif occidental? Bonsoir. D'abord, je crois que ça tient à la fascination qu'exercent ces pyramides, ces images de pyramides mangées par la jungle, qui ont été très tôt érigées dès le 19e siècle en symbole justement de la fin des sociétés. Et comme on a très tôt toujours associé les Mayas à ces monuments-là en particulier, on a vite fait d'associer l'abandon de ces cités à la disparition pure et simple des personnes qui l'habitaient. Donc à l'origine de toute cette sorte de mythologie moderne, il y a le fait que les Mayas ont abandonné leur cité au IXe siècle suite à une grave crise et ne les ont pas réoccupés ensuite. Donc ça a fait qu'il y a un aspect extrêmement visuel de la crise qu'ils ont vécue à ce moment-là. Tout s'est passé comme si le temps s'était arrêté au moment de leur départ. La jungle a recouvert les monuments et ça fait que c'est un effondrement qui s'est donné à voir, qu'on peut visiter si on va en vacances dans ces régions. Qui se trouvent principalement dans quel pays d'Amérique centrale? Le monde maya, c'est un groupe linguistique et culturel qui se trouve dans l'actuel sud du Mexique, le Belize, le Guatemala et le Honduras. Aujourd'hui, ces populations mayas sont toujours présentes? Oui, on compte 6 millions de personnes qui parlent les langues mayas. Il y a 29 langues mayas différentes, certaines étant parlées par plusieurs millions de locuteurs, d'autres par seulement... La crise vécue par ces cités-États de la civilisation maya, c'est dû à quoi exactement? C'est l'arrivée des Espagnols, la conquête par les colons? Non, c'est bien antérieur. Donc c'est petites royautés qui étaient autonomes, qui sont celles qui ont construit ces fameuses cités qui sont aujourd'hui dans la jungle, ont subi effectivement une crise terrible au IXe siècle, une crise dont on sait, donc bien avant l'arrivée des Espagnols, dont on sait qu'elle était due à des causes environnementales, en partie, c'est pas la seule raison, mais c'était l'une d'elles, une série de sécheresses qui ont considérablement fragilisé ces petites royautés, puisque c'était des sociétés agraires qui reposaient énormément sur la culture du maïs. Si bien que ces royautés se sont effondrées et qu'ensuite, dans la région centrale, les villes ont été progressivement abandonnées. Mais même si ce phénomène est particulièrement spectaculaire, puisque ça s'est traduit par l'abandon d'une région entière, ça n'a pas du tout marqué la fin des sociétés mayas, puisque ensuite, les gens ont migré au nord et au sud de ce même territoire. Ils ont fondé d'autres cités, d'autres royaumes qui, pour certains, ont prospéré jusqu'à l'arrivée des Espagnols. On sait pourquoi ces cités-États ont été abandonnées. Ils auraient pu reconstruire un nouveau système sur ces vestiges-là. Les archéologues ont compris pourquoi ces cités ont été désertées? Alors, on connaît le détail maintenant de l'abandon. On arrive à reconstituer la chronologie et voir qu'elle s'étend en fait sur 150 ans. Donc c'est un phénomène plutôt long. Mais on pense que c'est là qu'interviennent les raisons climatiques. C'était que les régions étaient peut-être plus cultivables, en tout cas que les récoltes n'étaient plus assez bonnes et qu'il a fallu partir. Donc ils sont partis au nord et au sud de ce même territoire qui était déjà habité, mais qui ne l'était pas autant aux époques antérieures. Alors, comment on est quand même arrivé à penser que la chute politique de ces cités-États a provoqué également la disparition de sa population? Comment ce mythe a perduré dans le temps, malgré les travaux des archéologues? Alors, pour plusieurs raisons. Il y a une longue histoire, en fait, de négation des descendants de ce passé-là. D'abord, les Espagnols les ont appelés Indiens, tous. Ils ont regroupé tous
les populations qui habitaient l'Amérique sous un même terme qui a fait disparaître les différences des uns et des autres. Ensuite, quand ces vestiges ont été médiatisés auprès du monde européen, ils ont tout de suite été pensés comme occidentaux, en fait, puisqu'il était impensable pour une personne du 19e siècle que des restes de villes, en plus avec une écriture, puissent être le fruit de populations locales. Donc c'était une deuxième forme de négation du lien avec les habitants qui en descendaient. Et puis récemment, avec cette généralisation de cette notion d'effondrement, érigée en sorte de concept général, à travers notamment le livre de Jared Diamond, Effondrement, qui a vraiment popularisé cette idée selon laquelle la comparaison terme à terme d'effondrement un peu partout à travers l'histoire et à travers le monde permettrait de tirer des règles générales qui autoriseraient à penser les effondrements à venir. Or, dans cette démarche-là, Jared Diamond a institué le cas Maya, la crise du 9e siècle dont je vous parlais tout à l'heure, en effondrement type. Il a dit que c'était l'effondrement typique pour lui. Et dans le même mouvement, il a généralisé un scénario selon lequel la chute des institutions politiques, puisque c'est ça qui s'est passé, avait entraîné une disparition culturelle pratiquement. Oui. Alors, puisque les Mayas n'ont pas disparu, racontez-nous un peu quelle est leur situation aujourd'hui. Est-ce qu'ils continuent de parler cette langue ancienne? Oui, alors déjà, je disais tout à l'heure, en fait, il y a 29 langues différentes. Certaines sont donc très parlées par plusieurs millions de locuteurs. Pour vous montrer un peu la vivacité de certaines, il y a même une interface Facebook en quiché, qui est une des langues du Guatemala. Donc c'est dire qu'il y a suffisamment d'utilisateurs de Facebook en quiché pour que Meta y ait vu un intérêt. D'autres sont parlées par seulement quelques centaines. Beaucoup sont bilingues avec l'espagnol, d'autres avec l'anglais quand ils vivent au Belize. La majorité sont des paysans qui vivent dans des petites communautés rurales, mais il y a aussi une partie du monde de personnes d'origine maya qui ont émigré aux États-Unis et qui maintiennent des liens avec leur communauté locale, notamment par les réseaux sociaux. Et puis il y a des universitaires, des activistes, des artistes, des musiciens qui réfléchissent à cette identité et qui la font rayonner dans le monde. Et comment ils se réapproprient cette histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent réécrire ou en tout cas restituer la vérité sur leur situation, leur histoire? Oui, en réaction, puisqu'il faut donc savoir qu'en parallèle, il y a toujours une sorte de mythification de ce passé-là, que ce soit une mythification politique ou religieuse, depuis au moins le 19e siècle. Et en parallèle à cette mythification, il y a toujours eu un discours de dénigrement vis-à-vis des populations qui en descendaient, à qui on reprochait d'être soit coincés dans ce passé-là, soit d'être hors de l'histoire, d'être un frein au progrès. Et cette disjonction entre la survalorisation de ces vestiges et le mépris des populations locales, elle a atteint toute son horreur pendant la guerre civile au Guatemala, qui a fait 200 000 morts. La majorité était... 83% étant d'origine maya. Et donc, suite à ça, même si c'est un mouvement qui avait commencé bien avant, il y a tout un mouvement d'intellectuels mayas qui ont ancré leur réflexion dans une revendication, une réappropriation de ce passé-là, quitte parfois d'ailleurs à le réinventer ou à le nettoyer de ses composantes les plus récentes, donc toujours à valoriser en fait les vestiges de l'époque qu'on appelle classique. Et donc dans ce mouvement-là, ces vestiges sont aussi devenus des étendards pour les luttes autochtones contemporaines. Et est-ce qu'ils ont gardé des rites qui dataient de la période précolombienne, par exemple? Qu'est-ce qu'ils gardent de leur identité maya? Alors, c'est déjà la langue, et par la langue, il y a toutes les visions du monde et presque tout qui se transforme et qui se transmet. Un certain nombre de conceptions du monde, ça serait très difficile à résumer, mais un rapport à la montagne, un rapport des cosmogonies qui se sont évidemment adaptées puisque la plupart ont été catholicisés dès la conquête espagnole, mais qui ont été réinventés, recomposés d'un groupe à l'autre, puisqu'encore une fois, on parle de 6 millions de personnes sur 4 pays différents. Ils ont accès à leur histoire? Est-ce qu'il reste des écrits? Est-ce que des écrits sont parvenus jusqu'à nos jours? Oui. De quels matériaux vous disposez pour étudier ces populations? Alors, l'archéologie, donc la culture matérielle, déjà, en premier lieu. Mais par ailleurs, ce qui est amusant, non, ironique, c'est qu'on a l'une des raisons pour laquelle le lien entre les populations locales et la grandeur de ce passé a toujours été
été niés ou dépréciés, ça a toujours été, la raison invoquée a toujours été qu'ils n'auraient pas de discours sur leur propre passé. Alors que c'est totalement faux. Il y a une grande tradition historique maya qu'on peut faire remonter à l'époque qu'on appelle classique, mais qui continue après. À l'époque coloniale, on a des textes. Les élites mayas ont très tôt appris l'alphabet latin, justement pour écrire des chroniques historiques et revendiquer leur histoire et leur passé. Donc il y a une richesse historique à laquelle on a accès, tout le monde a accès. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, vous, en tant qu'archéologue? Maintenant, quelle direction prend vos recherches, par exemple? Alors, il y a toujours... Est-ce qu'il y a une zone d'ombre que vous aimeriez élucider en tant qu'archéologue? Ah oui, oui, maintenant on pourrait travailler, je trouve, davantage sur la partie montagneuse, c'est-à-dire l'une des régions vers laquelle ces populations ont migré suite à la crise du IXe siècle, justement pour pouvoir établir plus fermement le lien entre les deux périodes. Sinon, l'une des grandes avancées dernièrement, ça a été le LIDAR, qui est une technique qui permet de cartographier les vestiges à travers la végétation, donc c'est absolument merveilleux pour l'ère maya où la majorité des vestiges sont sous la végétation. Mais ça nous permet, plus que de découvrir des nouvelles cités, de comprendre le fonctionnement de celles que l'on connaissait déjà, puisque ça permet de voir des choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Très rapidement, c'est quoi votre prochaine mission sur place? Alors, je dirige un site des fouilles sur un site depuis un certain nombre d'années. Et j'y retourne en juillet. Pays? Au Guatemala. Au Guatemala. Et j'y retourne en juillet pour des missions de datation qui ne vous amuseraient pas beaucoup si je vous les décrivais. Merci beaucoup, Chloé Andrieux, d'avoir été l'invitée du Grand Angle.